Content d'être avec vous. Merci beaucoup aux organisateurs qui ont été déjà présentés et remerciés à juste titre. Je voudrais commencer par une première réflexion sur les relations centre-périphérie au niveau de l'Union européenne, et puis pour illustrer le propos concernant le système de la dette, je vais prendre le cas de la Grèce, et je suis persuadé que tout au long de ce que je vais dire sur la Grèce, malgré les différences importantes qui existent entre la Slovénie et ce qui s'est passé en Grèce, vous allez pouvoir vous-même faire des parallèles et transférer dans votre réalité ce que je vais dire à propos de la Grèce. Mais le premier point, c'est donc de dire qu'on a, de manière tout à fait claire, institué au sein de l'Union européenne, et également évidemment au sein de la zone euro, des relations centre-périphérie qui impliquent une domination des économies les plus importantes sur les économies dites périphériques. Alors qu'au départ, et dans la tête d'une partie de la population, notamment en Slovénie, il y a une appréciation favorable du phénomène d'intégration européen en termes de création d'un cadre démocratique, pacifique, qui devrait permettre de réduire les asymétries, les déséquilibres économiques entre pays les plus avancés ou les plus forts économiquement et les pays périphériques, alors qu'il y a encore donc dans une partie de l'opinion publique cette vision-là, il est très clair que la réalité est tout autre. Nous avons un cadre européen qui est un cadre autoritaire. L'aspect démocratique est de plus en plus marginalisé. Les conquêtes démocratiques en termes de fonction du pouvoir législatif dans certains pays a été réduit à la plus simple expression. Et les différences centre-périphérie sont en train de s'exacerber, d'augmenter d'une manière importante. Cela, dans le cadre, comme on l'a dit, notamment comme nos amis des organisations syndicales l'ont dit, dans le cadre d'une offensive générale, je dirais, dans le cadre de la plus grande offensive contre les droits économiques et sociaux, contre les droits des travailleurs, à l'échelle européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une offensive à l'échelle de toute l'Europe contre les droits sociaux. Et ces contradictions ou ces différences radicales centre-périphérie sont complétées par, à l'intérieur de chaque pays, et notamment des économies dominantes, par l'augmentation très importante des inégalités, et notamment par la création d'un secteur de la classe travailleuse de plus en plus précarisé. Vous savez sûrement comme moi que, selon les chiffres officiels, en Allemagne aujourd'hui, il y a près de 7 millions d'emplois considérés comme des emplois normaux, inférieurs à 450 € par mois. 7 millions de travailleurs en Allemagne vivant avec un salaire inférieur à 450 € par mois. C'était inimaginable en Allemagne il y a 25 ans ou il y a 20 ans. Donc l'offensive
C'est une offensive qui a lieu dans des rapports déséquilibrés à l'intérieur de l'Union européenne, entre pays du centre et pays de la périphérie, mais à l'intérieur même des pays les plus forts, l'offensive est extrêmement forte. Et c'est notamment les lois Schröder-Hartz à partir de 2003-2005 qui, en Allemagne, ont permis de faire sauter une série de conquêtes sociales des travailleurs allemands. Le cadre européen fonctionne donc très bien pour les intérêts des différentes classes dominantes, y compris des classes dominantes périphériques, parce qu'elles ont abandonné, si elles ont eu un jour un projet national, elles l'ont depuis longtemps abandonné, elles sont transnationalisées, et l'objectif principal aujourd'hui mis en pratique, c'est par cette offensive contre les droits économiques et sociaux et contre les droits démocratiques, mettre en concurrence les travailleurs européens avec les travailleurs chinois, avec les travailleurs des États-Unis, avec les travailleurs d'autres économies, en rendant, comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes dans leurs documents officiels, l'Europe et les produits européens plus compétitifs sur le marché mondial. Ce qui peut apparaître comme une politique absurde si on considère que les dirigeants européens cherchent à relancer l'économie européenne et réaliser une intégration réduisant les asymétries, si on peut considérer donc que de ce point de vue de l'objectif officiel de l'Union européenne, les politiques qui sont menées sont absurdes, si on voit l'agenda caché des dirigeants européens, on comprend que les politiques actuelles sont parfaitement rationnelles par rapport aux objectifs. Il n'est pas question pour le moment de relancer l'économie des différents pays européens. Même pas fondamentalement de relancer la croissance allemande aux dépens des autres. L'objectif principal est de mener à bien cette offensive contre les droits économiques et sociaux. Et pour pouvoir avoir une compétitivité sur le marché mondial, il faut que les grandes entreprises européennes puissent surexploiter des travailleurs à la fois dans les pays dominants et évidemment dans les pays périphériques. Avoir des travailleurs allemands, 7 millions, qui gagnent 450 € et qui sont considérés comme ayant un emploi convenable, qu'ils appellent mini-job, et avoir en même temps des travailleurs bulgares dont le salaire minimum légal s'élève à 180 €, des salariés roumains dont le salaire s'élève à peu près au même montant, des salariés grecs dont le salaire minimum légal tourne autour de 450, mais une très grande partie maintenant des salariés grecs, en tout cas de ceux qui, ayant perdu leur emploi, en ont retrouvé, sont avec des salaires de 250, 300 € par mois. Avoir un cadre économique de ce type-là est effectivement un avantage très important pour les entreprises européennes dans leur bataille pour garder ou pour gagner des parts de marché au niveau mondial. En même temps, dans la mesure où le commerce intra-européen est important, il est clair que les économies dominantes, comme l'économie allemande, a besoin du cadre de l'euro. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais dit de manière très simple, l'euro allemand est sous-évalué et l'euro grec
l'euro portugais, l'euro espagnol ou irlandais est surévalué. Ça renvoie à la manière dont les parités entre les différentes monnaies qui sont entrées dans la création de l'euro ont été calculées. Et cela entraîne le fait que l'Allemagne vend ses produits sur le marché de la zone euro en étant plus compétitif non seulement pour des raisons technologiques qui sont réelles, mais parce que leur euro est sous-évalué par rapport aux euros des Espagnols, des Grecs, des Portugais et d'autres économies périphériques. Bien, ça c'est sur les relations centre-périphérie. Et on est dans une situation particulièrement compliquée parce que les luttes de résistance et les luttes politiques continuent à se dérouler dans un cadre strictement national. Les quelques victoires et les nombreux reculs se sont joués dans un cadre national, généralement, laissant finalement l'état-major européen capable de garder le contrôle sur l'ensemble, mais laissant aussi au gouvernement de chaque pays la possibilité de dire que quand les choses vont mal, on peut renvoyer la responsabilité sur la Commission européenne et donc réussir à réduire en tant que dirigeants politiques nationaux locaux ses propres responsabilités. Alors, pour mener à bien cette offensive, l'argument de la dette publique ayant atteint un niveau trop élevé est un argument central dans toute la campagne qui est menée. Et ça, tous les syndicalistes ici, ou les jeunes ici présents à la salle, savent qu'on a affaire à une campagne permanente qui tend à montrer la progression de la dette publique comme étant due à des dépenses sociales, à des dépenses publiques trop élevées. Alors qu'en réalité, et c'est toute l'importance de réaliser des audits citoyens de la dette, et quand on a l'appui d'un Parlement comme on l'a eu, comme on l'a en Grèce, pouvoir se baser y compris sur un appui institutionnel, tout l'intérêt de l'audit de la dette, c'est de réaliser une opération de démystification. C'est une opération pour mettre bas les masques. C'est une démarche qui vise à détruire l'impact négatif des campagnes mensongères menées par les médias dominants, les gouvernements et les banques auprès de l'opinion publique. Je distingue 4 types de dettes publiques qui peuvent être remises en cause, dont le paiement peut être remis en cause. Je parle, mais je le fais de manière personnelle, mais aussi dans un cadre collectif, et donc le rapport préliminaire que nous avons adopté, si vous pouvez me passer, Maja, un exemplaire. Ceci, c'est le rapport préliminaire de la Commission pour la vérité sur la dette grecque, que nous avons écrit à 30 personnes, un collectif de 30 personnes, entre la fin du mois de mars 2015 et les 17 et 18 juin 2015. Dans ce document, nous adoptons des définitions portant sur qu'est-ce que la dette illégitime, qu'est-ce que la dette illégale, qu'est-ce que la dette odieuse, qu'est-ce que la dette insoutenable. Et résumé de manière très brève,
je dirais les choses suivantes. Une dette illégitime est une dette contractée contre l'intérêt général, en faveur de la satisfaction de l'intérêt particulier d'une minorité privilégiée. Ça, c'est une dette illégitime. Elle peut être légale, elle n'en est pas moins illégitime. Une dette illégale est une dette qui a été accumulée sans respecter l'ordre légal en vigueur dans le pays et dans le cadre international dans lequel cette dette a été accumulée. Une dette odieuse, c'est une dette dont l'accumulation ou la contractation est liée explicitement à des conditionnalités qui impliquent des violations avérées de droits humains fondamentaux, droits économiques, sociaux, culturels, civils, politiques, protégés par des pactes internationaux, par des conventions internationales, pacte international sur les droits économiques et sociaux, les conventions de l'Organisation internationale du travail, toute une série de conventions qui ont été adoptées et ratifiées par la majorité des États membres des Nations Unies au cours des 40 dernières années, et qui donnent un corpus en termes de traités internationaux et d'obligations internationales très claires. Donc, je répète, une dette odieuse, c'est une dette qui est contractée à la condition de violer une série de droits. Et une dette insoutenable, c'est une dette dont le remboursement empêche les États qui sont en train de la rembourser de garantir à leurs citoyens l'exercice de droits humains fondamentaux prévus par les mêmes traités. De ce point de vue, si on peut prouver qu'une dette est illégale, elle est nulle. Un contrat illégal est nul. Si on peut prouver qu'une dette est insoutenable, un pays peut arrêter le remboursement de cette dette sur la base d'arguments de droit international et de jurisprudence internationale, notamment en rapport avec ce qu'on appelle l'état de nécessité. Une dette odieuse est aussi une dette considérée comme nulle. Une dette illégitime va dépendre de la capacité de ceux qui sont persuadés qu'elle est illégitime de convaincre une majorité sociale pour qu'elle agisse pour le non-paiement de cette dette illégitime. Et donc, pour chacune de ces dettes, l'audit est un élément clé et la participation citoyenne est un élément clé. Alors maintenant, je prends le cas de la Grèce. Dans le rapport que vous pouvez consulter dans son intégralité en anglais ou en français, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de mon organisation, le cadtm.org. Mais comme l'a dit Maya, des extraits se trouvent dans le livre publié par la maison d'édition CF. Nous montrons que la dette que la Grèce a accumulée jusqu'au mémorandum de 2010, l'augmentation de cette dette, on peut l'expliquer par des taux d'intérêt plus élevés pratiqués par les créanciers internationaux à l'égard de la Grèce dans les années 90 et dans les années 2000 jusqu'à 2010, les cadeaux fiscaux faits aux riches, et ça c'est parfaitement commun entre la Slovénie et la Grèce, et entre mon pays, la Belgique, ou la France et la Grèce, les nombreux cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises étrangères ou nationales et aux 1% le plus riche, qui ont réduit les recettes fiscales et ont obligé chaque État à financer son budget en augmentant le recours à l'endettement public. Troisième facteur d'augmentation de la dette grecque,
l'évasion fiscale, permise notamment par la libération totale des mouvements de capitaux. Et je viens d'apprendre que la Slovénie aujourd'hui, et on va peut-être donner des chiffres précis tout à l'heure, connaît une fuite importante des capitaux. Dans le cas de la Grèce, c'était une fuite absolument massive. S'ajoute comme facteur relativement spécifique pour la Grèce des dépenses militaires anormalement élevées. La Grèce, pendant 25 ans, en termes de relation entre les dépenses militaires et le produit intérieur brut, venait en 3e position dans le hit-parade mondial des dépenses militaires. Première position Israël, 2e position États-Unis, 3e position Grèce. Les principaux fournisseurs d'armes à la Grèce, c'est l'Allemagne, la France et les États-Unis. Et la participation de la Grèce à l'OTAN et son rôle par rapport à la Turquie elle-même membre de l'OTAN, mais avec pression des grandes puissances pour que ces deux pays se surarment et achètent donc aux fournisseurs de ces pays des quantités énormes d'armement, ont joué un rôle clé. D'ailleurs, lorsque le premier mémorandum a été imposé à la Grèce en mai 2010, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont demandé que le poste dépenses militaires ne soit pas réduit dans un premier temps. Parce qu'il fallait que la Grèce paye les commandes passées à l'industrie militaire allemande et française. Dans des conditions, d'ailleurs, très généralement, d'illégalité de contrat, de corruption massive. L'entreprise allemande Rheinmetall est une entreprise de corruption à large échelle. Il faut y ajouter dans d'autres contrats l'entreprise Siemens, que vous connaissez certainement très bien, spécialisée dans la corruption. Mais les Français de Thales et d'autres entreprises à un moment ne sont pas en reste, et non plus la firme nord-américaine Lockheed Martin. Par exemple, cette firme américaine, ça c'est une petite anecdote, elle avait convaincu un gouvernement grec des années 2000 avant 2010 d'acheter 26 chasseurs bombardiers YF-16 qui ont été livrés sans moteur. On vous raconterait ça dans une blague, vous direz oui, c'est une blague. Mais non, les chasseurs bombardiers ont été livrés sans moteur à la fin d'une législature, et donc au début de la législature suivante, le gouvernement qui était dans l'opposition avant a dû acheter les moteurs pour les mettre sur les avions qui avaient été commandés par le précédent gouvernement. Mais je pourrais vous donner toute une série d'exemples sur les achats d'armement, les sous-marins fournis par l'Allemagne qui penchent à gauche. Effectivement, ils penchent à gauche, ils ne sont pas équilibrés et ils ne fonctionnent pas normalement, mais la Grèce les paye. Et toute une série d'anecdotes que je pourrais vous raconter. Mais l'augmentation principale de la dette ne se situe pas dans le cas grec du côté de la dette publique, dont on nous parle tout le temps, mais du côté de la dette privée. Jusqu'à 2010, on a eu la formation d'une bulle spéculative de crédit privé. Dans un contexte bien connu par les pays de la périphérie, à savoir un afflux de capitaux, notamment allemands, et dans le cas de la Grèce, français, disponibles à cause de la politique de surliquidité générée par les décisions de la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale des États-Unis pour répondre à la crise bancaire de 2007-2008, des surliquidités qui se sont dirigées massivement vers des pays périphériques, dont la Grèce, mais aussi, c'est bien connu, vers l'Espagne, avec ce qui a donné lieu à l'éclatement de la bulle du secteur immobilier espagnol à partir de 2010.
Donc la croissance de la dette a surtout été en Grèce une croissance de la dette privée. Et quand la Grèce était touchée en 2009 par les effets de la crise internationale et que cette bulle du crédit privé était au bord de l'éclatement parce que les entreprises grecques et les ménages grecs qui s'étaient endettés commençaient à rencontrer des difficultés de remboursement et donc les mauvais crédits, les impayés de crédits privés commençaient à s'accumuler, on était au bord de la faillite de banques grecques et d'une déstabilisation des grandes banques françaises et allemandes qui étaient les principales créancières du secteur privé grec. Les banques françaises et allemandes ensemble, et il s'agit de 7 à 8 grandes banques, détenaient 50% de la dette publique et privée grecque. 7 à 8 établissements bancaires privés français et allemands détenaient 50% de la dette publique et privée grecque. Pour sauver les banquiers grecs, les banquiers français, les banquiers allemands, on a eu une opération de dramatisation de la dette publique grecque. Il ne s'agissait pas de reconnaître qu'il y avait un danger d'effondrement du secteur bancaire privé grec, il fallait faire porter la responsabilité sur les finances publiques. Et pour réussir à faire cela, il y a eu des discours, mais il y a eu aussi la falsification des statistiques de la Grèce. Il faut savoir que des élections ont eu lieu en octobre 2009 en Grèce. À la veille des élections, le Premier ministre Nouvelle Démocratie, donc le parti traditionnel de la droite grecque, annonce un déficit fiscal de 6,5%. Papandréou du PASOK gagne les élections haut la main le 4 octobre. Et dans les semaines qui suivent, annonce qu'en réalité le déficit public est de 12,5%. Et ça en était en novembre 2009. En mars 2010, il affirme que le déficit public est de 14,5%. Il s'agissait d'une énorme opération de dramatisation avec falsification des comptes, de manière à justifier le programme du premier mémorandum de mai 2010, qui devait être présenté comme un programme de sauvetage de la Grèce, alors qu'il s'agissait d'un programme de sauvetage des banques privées grecques, des banques privées françaises, allemandes et de leurs contreparties, notamment aux États-Unis. Parce que l'imbrication entre les banques françaises et allemandes et les grandes banques américaines était très élevée. C'est-à-dire que si BNP Paribas ou Société Générale ou Crédit Agricole de France ou Commerzbank entraient en crise, leur contrepartie aux États-Unis entrait elle-même en crise. C'est d'ailleurs pour ça que Obama a été actif dans la mise au point avec Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, Papandréou, et avec le président de la Banque Centrale Européenne de l'époque, le français Jean-Claude Trichet, et le directeur général du FMI de l'époque, le français Dominique Strauss-Kahn. C'est eux qui ont mis en place le mémorandum, qui était un mémorandum fondamental, donc de sauvetage des banques. L'audit que nous avons mené, au cours de l'audit que nous avons mené en Grèce, nous avons organisé des hearings pour interroger le négociateur grec au Fonds monétaire international, pour interroger un des conseillers principaux de Barroso, le président de la Commission européenne de l'époque, et nous avons pu prouver ce que je viens de dire, étayé par